Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast. Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal est avec nous ce matin. On va faire un petit tour d'actualité. Il y a plusieurs sujets, dont des trucs qui sont frais, sortis du four direct de ce matin par rapport à la fonction publique. Mais juste avant, Gabriel, on parlait un peu de ce qui se passe dans le monde. L'intervention américano-israélienne ou israélo-américaine, là, comment vous voulez prononcer, en Iran a fait bondir ou continue de faire bondir. Ben là, ça a un petit peu descendu là, parce que les pays du G7 ont comme réagi en disant qu'ils étaient prêts à utiliser des réserves puis à faire de pression pour que le prix baisse. Là. Fait que là, ce matin, quand je regardais, on avait pété le 100 le baril, c'est redescendu un peu. On ne sait pas trop quel chemin ça va prendre, là, dépendamment de combien de temps le conflit s'éternise, mais chose certaine, l'enjeu, c'est l'accès à l'énergie. Encore une fois, on le voit, cet événement géopolitique-là nous ramène ça en pleine face, l'enjeu de l'énergie. Il y a quelque temps, l'ancien ministre, super ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, est allé dire sur une station de radio où tu collabores de temps en temps, il a dit, de toute façon, le pétrole, d'ici une quinzaine d'années, c'est fini parce que ça va valoir à peu près 15 piastres le baril. Aujourd'hui, on se rend compte que, bon, on est encore largement dépendant de cette ressource-là. Là. Ouais, absolument. Non, mais exactement, on est absolument dépendant de cette ressource-là. Faut dire que pour le moment, comme tu l'as bien dit, Frank, il y a vraiment de la volatilité, là. Hier, on avait atteint le 118 US le baril, qui était le pic, ça a diminué. Puis des gens comme Fitzgibbon, là, le fameux oil peak, là, on l'entend là, année après année. Puis une chose est sûre avec les prédictions, c'est qu'ils se trompent constamment. Mais ça met également en lumière la réalité qui est la suivante. C'est que le Canada est extrêmement dépendant des États-Unis. L'année dernière, je regardais, puis on était aux alentours de 95% des exportations vers les États-Unis en matière de pétrole. Ce qu'on comprend, c'est que l'immense majorité des pipelines vont vers les États-Unis. Maintenant, on a Trans Mountain Pipeline. En fait, Trans Mountain Pipeline, c'est depuis les années 50, mais l'agrandissement qui nous permet d'exporter beaucoup plus nous donne la diversification des marchés. Mais en réalité, il faut comprendre que c'est complètement insuffisant. Puis ça, bien évidemment, c'est le résultat de mauvaises politiques publiques. Là, on peut tous les nommer, mais il y en a plusieurs sur le plan fédéral, mais aussi provincial, qui font en sorte qu'on n'a pas l'infrastructure aujourd'hui. On peut pas, le Canada ne peut pas jouer son rôle stratégique d'approvisionner ses alliés, que ce soit en Europe ou aussi en Asie. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les grands consommateurs du pétrole qui passent par le détroit d'Ormuz, mais qui ne passent plus évidemment par le détroit d'Ormuz, qui est 20% environ du pétrole mondial, c'est l'Asie, c'est la Chine notamment. Puis Mhm. nous, ben, on a la capacité d'exporter vers la Chine, mais en réalité, elle reste très, très, très limitée parce qu'on a eu une succession de décisions politiques et de décisions réglementaires qui ont été en défaveur, non seulement de déployer des infrastructures vers l'Est, là, tout le monde va penser à Ouais. Énergie Est, mais aussi vers l'Ouest. On peut penser à Northern Gateway, Tech Frontier aussi, qui avait une autre idée de pipeline. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'opportunités. Malheureusement, on n'a pas su les saisir au Canada, au Québec, là, en matière d'infrastructure énergétique. Non, clairement. Puis tu le rappelles en fait, dans ce papier-là que vous avez fait le communiqué de presse de l'Institut économique, vous parlez, vous rappelez justement l'épisode du conflit en Ukraine, mais là, on est rendu à plusieurs événements où on se fait comme remettre la réalité en pleine face, mais l'Ukraine, visiblement, ça n'a pas été suffisant. On se rappelle du chancelier allemand qui est venu au Canada béguer Justin Trudeau pour avoir du gaz, pour avoir, à cause justement de l'approvisionnement russe qui était coupé, notamment avec le fameux pipeline qui était le sous-marin qui a été sauté par on ne sait pas trop qui encore. Euh, à l'époque, il y a eu comme une fin de non-recevoir. Nous, c'est les changements climatiques, puis la Terre, puis tout ça. Là, on est comme à un deuxième événement géopolitique majeur qui montre l'importance, puis finalement la fragilité de tout ça. Là. Surtout que les pays qui ont des grosses réserves, on pense justement à l'Iran, au Venezuela, ce sont des pays qui politiquement sont instables, puis peu fiables, ils peuvent couper la production ou sont des fois pas capables de subvenir à la demande. Nous, tu sais, je veux dire, on aurait l'avantage d'avoir des institutions relativement stables. Je veux dire, il n'y a pas de scénario où il y a une prise de pouvoir de révolutionnaires weird tu sais, qui nationalisent tout puis qui font fermer des. Donc, tu sais, on a un avant. En fait, on sera un meilleur fournisseur en termes de fiabilité
pour des pays qui veulent cette énergie-là, à commencer même par nous autres, là, d'ailleurs. Là, mais est-ce que tu penses que là, c'est comme ça pourrait être l'élément déclencheur, justement, là, de dire, là, OK, c'est assez. Là. On a une ressource, il y a une demande énorme pour ça. On comble la demande, là, finalement. Ben, c'est parce que le wake-up call, tu l'as bien dit, il était supposé être il y a une couple d'années. Puis quand on regarde la dynamique en Iran, certes, on voit qu'il y a de l'instabilité politique au Venezuela, on voit qu'il y en a en Iran, mais l'histoire aussi, là, la leçon qu'on doit tirer, c'est que même si vous êtes euh, stable sur le plan euh, intérieur, de la politique intérieure, vous pouvez quand même être dans un tourbillon géopolitique comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats Arabes Unis, même si vous, à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Si vous êtes dans une région qu'on pourrait dire une poudrière comme le Moyen-Orient, ben, ça fait en sorte que vous, par extension, vous êtes moins fiable, même si c'est pas dû à votre politique intérieure. Donc ça, on l'apprend à la dure là, sur le plan des marchés énergétiques mondiaux. Mais effectivement, en 2022, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des pays comme l'Allemagne, la Lituanie, la Pologne, la Grèce, le Japon. Je veux dire, c'est pas juste un pays, là. Les pays du monde nous disaient, mais vous êtes où sur le plan énergétique? Parce que c'est un secret pour personne, là. Le Canada, puis je mets le Québec là-dedans aussi, a des ressources énergétiques. On les utilise, mais on a décidé politiquement de ne pas avoir la capacité des infrastructures énergétiques pour les exporter. Mais ça fait déjà plusieurs années. Donc, on n'a pas appris la leçon. On n'a pas appris le fait que ben, pendant que nos voisins du Sud se développent énormément sur le plan énergétique, les États-Unis, c'est incroyable. Leur première usine de gaz naturel liquéfié, quand on regarde le site là, essentiellement du ministère de l'Énergie, ben, c'est en 2016. En février 2016, vous avez votre premier terminal gazier de gaz naturel liquéfié au Québec. C'est à peu près en juillet 2025. C'est à peu près 10 ans plus tard. C'est parce qu'aux États-Unis, là, ils se sont développés en masse sur le plan de l'exportation énergétique, ce qui fait en sorte qu'ils arrivent avec vraiment un avantage incroyable. Puis là, ce qu'on voit, c'est que le deuxième plus grand exportateur, qui est le Qatar, aujourd'hui, ben, il faut qu'il passe par le détroit d'Ormuz. Donc là, Ben ça oui. commence à être extrêmement complexe dans l'approvisionnement. C'est pour ça que vendredi, pas vendredi dernier, mais l'autre d'avant, qui était la dernière journée, j'ai envie de dire normale sur les marchés énergétiques mondiaux, ce qu'on voyait, c'est que le prix du gaz européen par mégawatt était relativement bas et il a augmenté. Ben, je veux dire, en Europe, l'énergie, c'est toujours élevé. Là, je parle Mhm. comparativement en Europe. Puis ça a explosé de 70 lundi, mardi, parce que justement, il y avait de l'approvisionnement au Qatar, puis on s'est dit, ben, oups, ça commence à être compliqué, il va falloir qu'on diversifie nos sources d'approvisionnement. Ils le font, mais on voit que le Québec, le Canada pourrait jouer un rôle supplémentaire dans cette diversification des approvisionnements, parce que, bon, le Canada, évidemment, c'est long de développer des infrastructures de gaz naturel liquéfié, mais peut jouer un rôle grandissant, que ce soit dans l'Ouest pour l'Asie. Ça, on le sait très bien qu'il y a de la demande en Asie pour le gaz naturel liquéfié. Je veux dire, ça fait même pas 2 semaines que Mark Carney est allé en Inde, puis la première chose qu'on lui dit, c'est on veut toutes vos ressources. On veut toutes les ressources que vous pouvez rendre disponibles, on va vous en acheter. Parce que là, il faut juste rappeler que le bouquet énergétique, le mix énergétique, là, quand on s'en va sur l'agence internationale de l'énergie, Oui, ben, ce qu'on comprend, c'est que 46 à 47 de l'ensemble de l'énergie qui est utilisée, c'est du charbon. Puis ce qu'ils c'est du disent, c'est charbon. on a juste 5 de gaz nat, 5-6, on veut aller à la caisse rapidement. Parce que on en a des ressources, mais on prend des mauvaises décisions politiques, puis on arrive à un point où, ben, oui, Ouais. on a toutes ces qualités-là, tu l'as bien dit, mais au final, on ne peut pas les utiliser. Puis on dirait que personne ne le réalise, là, mais la vraie révolution énergétique des dernières années, c'est le gaz naturel liquéfié. C'est le fait qu'on peut prendre du gaz, le transformer en liquide, l'entreposer de manière sécuritaire et le transporter. Puis dans le papier où tu dis que c'est un des projets prioritaires pour le Québec, les usines de gaz naturel liquéfié, puis dans un autre papier, tu parles aussi de l'avantage géographique du Québec au sens où le transporter en Europe, même si quand tu regardes la carte, tu te dis ah, ça a l'air loin, c'est quand même beaucoup moins compliqué que le transporter à partir du golfe du Mexique ou de d'autres endroits sur Terre. En fait, c'est beaucoup moins long, c'est des trajets qui sont moins compliqués à faire pour les bateaux. Fait que, tu sais, on a un avantage climatique, entre guillemets, on a un avantage géographique. En fait, on vient à se poser la question suivante, c'est y a-t-il une autre place qu'au Canada que le fait d'avoir des ressources naturelles, c'est quasiment vu comme une mauvaise chose? Tu sais, Ben, le sol regorge de ressources, puis quand tu expliques ça aux gens, on dirait que c'est comme si c'était une mauvaise nouvelle. Alors que tu as plein de pays sur Terre qui sont sur du roc, qui n'ont pas trop de ressources, le sol est pauvre, ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à plein d'affaires. Puis je pense qu'ils
ils rêveraient d'être assis sur les ressources qu'on a, là. La Mais moitié comme le reste. c'est incroyable. C'est Non, c'est c'est ben, c'est on dirait que c'est absurde, là. du côté de la perception, Gabriel, se trouves-tu, ben, peut-être pas uniquement le déclenchement du nouveau conflit qu'il y a eu, puis les répercussions avec l'Iran, tout ça, mais que dans les dernières années, il commence tranquillement, mais sûrement dans l'espace public à avoir vraiment une réelle réflexion ou du moins un changement de cap ou d'avis versus justement autant l'exploitation des ressources naturelles, également aussi parce que là, on a la une de Québécois ce matin que c'est la faute de Trump si notre prix du gaz augmente, autant qu'il y a une part de ça que oui, qui est vrai, mais ça reste qu'il y a encore 40 de la facture que c'est le gouvernement, que les différents gouvernements qui à mettre là-dedans. Puis je sais que Frank t'avait tweeté ça aujourd'hui, qu'il y a eu un rare moment de lucidité à Radio-Canada Ben parce oui, qu'on en ben parlait oui. hier. Fait que je serais juste curieux de t'entendre par rapport à c'est ça, je sais que tu interviens dans différents médias Oui. aussi par rapport Ah, à. mais ça, c'est incroyable. Juste pour montrer aux gens, pendant des années, on nous a dit, ben, même jusque dans la dernière campagne électorale, le Québec, il n'y en a pas de taxe carbone, puis arrêtez de parler de ça. Et là, hier, à heure de grande écoute sur RDI à Radio-Canada, on montrait, je pense, pour la première fois à plusieurs Québécois, la composition du prix de l'essence. À quel point ils sont taxés et le sous-titre, c'est que le Québec doit-il retirer sa taxe carbone Mais comme voilà. le fait le reste du Canada. Donc, c'est quand il arrive des chocs comme ça où les prix augmentent que là, les gens cherchent les causes finalement. Puis là, ben, on a bien beau leur dire, ben, c'est les pétrolières qui vous volent, tout ça. Tu sais, je pense que notre discours, finalement, commence à percer un peu Mm, plus. Là. Là, les gens commencent à se rendre compte que, attends un peu, là, puis tu vas être bien à même de l'expliquer, là, mais le scandale dans ce qu'on voit à l'écran, c'est que les taxes taxent les taxes, là. mhm, Non, c'est incroyable, là. Ce qu'on voit à l'écran, c'est quand même juste on démontre que le coût de l'essence, c'est sûr, c'est lié au baril du pétrole, Oui. mais il y a une grande partie de l'inabordabilité de l'énergie de l'essence qui est artificielle. C'est un choix politique. En fait, le prix de l'essence, le fait qu'il soit souvent inaccessible, c'est souvent un choix politique c'est parce un que choix la de quantité société, Gab? c'est un choix politique. Parce que c'est un choix politique. Parce que je fais vraiment juste une petite parenthèse sur ce que tu avais dit, Frank, avant. Puis je reviens après ça aux taxes. Mais il faut juste comprendre que l'énergie au Québec, là, je pense sincèrement que c'est l'enjeu où les politiciens élus à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a d'autres partis politiques pas élus en ce moment, qui sont le plus déconnectés de la population. Vous leur demandez à la population, est-ce que vous êtes d'accord pour exploiter le pétrole, le gaz naturel au Québec? Une majorité absolue, là, pas juste relative, vont dire oui, mais vous avez une unanimité à l'Assemblée nationale pour voter des Ben oui. lois tout croche, comme la loi 21 qui interdit l'exploitation, l'exploration de gaz naturel et de pétrole. Quand vous regardez l'interdiction GNL Québec, bien souvent, vous avez une majorité au moins relative, sinon absolue, de la population qui était d'accord. Encore récemment, on voyait justement qu'il y avait une claire majorité qui était en faveur de ce type de projet-là, pas plus tard que l'année dernière. Mais constamment, vous avez un braquage au niveau de l'Assemblée nationale dans une forme de signalement de vertu. Je referme la parenthèse parce que c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre à quel point nos politiciens sont déconnectés de la population sur le plan énergétique. Maintenant, quand on regarde le prix à la pompe, ben, c'est sûr que là, c'est plus juste 5 cents de taxes. Là. Si on les calcule, juste les deux premières, on est à peu près à 30 cents, après ça 32 cents, plus 15 environ. C'est parce que vous êtes à 45-50, des fois ça peut aller à 60 cents de taxes. Puis là-dessus, sur ce tableau-là, on rappellera quand même que il n'y a même pas la taxe indirecte qui est la bourse carbone, qui est en Mhm. fait Mhm. les raffineries qui doivent payer pour raffiner l'essence et qui est refilée. Là. Puis là, évidemment, vous demandez à un groupe de gauche, ils vont vous expliquer que c'est 2 cents le litre, puis vous demandez à quelqu'un d'autre, puis ils peuvent vous dire que c'est 12 cents. Fait qu'il y a du flou, puis ça, c'est quand même quelque chose que j'aime pas beaucoup. Le flou, c'est le fun d'avoir le nombre précis, comme c'est le cas avec la taxe carbone, parce que c'est plus facile à analyser exactement le coût sur la taxe carbone. Mais si on regarde ça, là, rapidement, le tableau, 10 cents pour le fédéral, parce que la taxe d'assises, elle est fédérale. Vous avez ensuite de ça la taxe sur les carburants, c'est provincial. 19,2 sous. À part la Colombie-Britannique, qui sont excellents. La Colombie-Britannique, franchement, c'est les meilleurs pour se tirer dans le pied avec le Québec. Là. Je pense qu'ils font un excellent travail là-dessus pour se nuire. Mais pour le Québec, 19,2 sous, est-ce que vous réalisez à quel point c'est élevé? C'est-à-dire Ben, que vous regardez, en Ontario, c'est à peine 9 cents. Je veux dire, c'est incomparable. Donc, le 19,2 sous est problématique. Vous avez ben, après ça le 300. ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'en réalité, du jour au lendemain, par une simple volonté politique, Oui, tu peux faire baisser le prix de l'essence de 30 cents, là. C'est facilement en comme disant, OK, faux. on garde les taxes, là, la TPS, TVQ, si on veut, parce que c'est comme un autre bien, ça doit être taxé. OK, fine, là. Ouais. Mettons qu'on s'entend là-dessus, mais tu peux quand même. Tu sais, est-ce que les gens réalisent que ça veut dire qu'il est à 1,60 au coin de la rue? En réalité, c'est 1,30 le prix, là.
C'est exactement ça. Puis, un des éléments qu'on doit comprendre, c'est que ça, c'est le tableau pour le Québec. Puis là, on n'a pas, évidemment, encore une fois, là, la taxe indirecte qui est la bourse carbone qui rajoute quand même plusieurs sous. Vous allez au fédéral, puis faites le même travail là, pour l'Ontario. Ce que vous allez voir, c'est quoi? Ce que vous allez voir, c'est une taxe sur les carburants qui est bien moins élevée, mais c'est surtout que eux, leur fameuse taxe sur la taxe carbone sur les consommateurs, là, quand on va dans les termes techniques, c'est la redevance sur les combustibles, mais Mhm. c'est du pareil au même. Eux autres, c'était 17 cents le litre d'essence. Puis partout au Canada, sauf en Colombie-Britannique puis au Québec, ils ont suspendu ça en avril. Et là, par la suite, ils ont euh, aboli ça en novembre dans le budget. Ce qui fait en sorte concrètement, là, puis ça, j'avais fait une analyse en novembre dernier, tu vois la différence du coût payé au Québec par rapport au reste du Canada. Puis depuis l'avril 2025, il y a un écart super important. Dans la ville de Québec et dans le Grand Québec, c'est environ 14-15 cents. À Montréal, c'est environ 18 cents. Fait que, tu sais, moi, devant ça, d'ailleurs, il faut dire que le Québec influence à la hausse la moyenne canadienne. Là. Donc, en réalité, l'écart est encore plus grand avec le reste du Canada. Ce qu'on dit, c'est, ben, faut suspendre ça, ces taxes. Faut suspendre ça, la Attends, là. taxe. Attends, t'es pas en train de me dire que l'écart n'a pas été rempli par les grandes pétrolières, là? Ouais, Ben, c'est ça. hey, Parce que la phrase NPC, par défaut, c'est toujours de dire, puis ça avait été répété par plusieurs journalistes, que si tu baisses les taxes, les compagnies vont occuper l'espace ben oui. qui est Vacant. laissé vacant, puis vont comme augmenter les prix par magie. Là, tu sais. C'est ça, fait qu'il n'y aura aucune différence. Le consommateur, lui, va perdre. Dans le fond, c'est l'État ou l'entreprise. Dans tous les cas, c'est pas le consommateur qui gagne. Mhm. Non, la réalité, c'est quand on regarde Statistique Canada puis les vrais chiffres, ben, et le consommateur gagne puis le Québécois perd. Là. C'est les Canadiens gagnent, les Québécois perdent. Puis ça, dans un contexte là, où le prix du baril de pétrole a augmenté, mais à la pompe, ça a pas mal augmenté. Je regardais hier matin, là, la moyenne au Québec, vendredi, il y a 2 vendredis, c'était 1,44 à la pompe, moyenne québécoise. Puis hier matin, on était à 1,61. Fait que, tu sais, c'est encore plus élevé que le chiffre qu'on a dans notre communiqué de presse parce que, Mhm. justement, l'essence, ben, ça va vite, ça fluctue rapidement. Et donc, quand on annualise ce fameux 14 cents de plus, là, même c'est plus que 14 cents, c'est environ 17 cents là, de plus sur l'essence, puis vous annualisez ça juste avec la TVQ, quelle est la valeur supplémentaire dans les coffres du gouvernement? Ben, c'est assez simple. C'est à peu près 150 millions de dollars de plus. Fait que là, tu te dis, OK, le consommateur québécois perd de l'argent. On est dans un contexte où la Oui. bouffe coûte de plus en plus cher. L'essence explose. On paye encore plus que les autres Canadiens, mais le gouvernement s'enrichit. Ah, c'est génial. J'adore ça. Le gouvernement va s'enrichir sur le dos des contribuables québécois, puis on fait rien. Parce qu'en 2022, Frank, tu as Mm. parlé de 2022 un peu plus tôt. C'est parce qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Je suis pas mal sûr que c'était comme ça aussi à Québec, mais à Montréal, c'était des fois 2,10 le litre. Là. Tu sais, ça a augmenté. C'était en haut de 2 piastres le litre. Ouais. Puis qu'est-ce que le gouvernement du Québec a fait? Ben, Rien. ben, il y avait des beaux discours, là, faut y donner. Hein. Il est bon dans les Ouais. discours. Là. Il y avait la pratique de la pandémie avant, fait que, tu sais, il y avait des idées échauffées. Mais à part ça, il n'y a rien eu. En Ontario, on a suspendu la taxe provinciale d'environ 9 cents. Oui. Fait qu'on a réduit le prix. En Alberta, on l'a réduit. Puis au Québec, on nous expliquait que en Ontario, euh, en Alberta, ça va être, comme tu as dit, les grandes pétrolières vont venir chercher l'argent. Puis au final, c'est les Albertains et les Ontariens qui payaient moins cher, ils Ben, pouvaient relaxer un petit peu. Puis nous autres, on même, perd, puis on a encore perdu. même pire que ça, Gabriel, il y a même des gens dans la mouvance écologiste qui sont venus nous dire que c'était une excellente nouvelle parce que ça allait faciliter la transition vers l'électrification des transports. Et là, pour l'instant, ils se gardent une gêne, là, mais je ne serais pas surpris que dans les prochains jours, en fait, dans les prochains jours, à mon avis, on va entendre deux choses. Le retour de cet argument-là et aussi, parce que toute mauvaise idée venant de la France doit être reprise dans le discours public au Québec, en ce moment, il y a un gros trend en France qui est porté par la France insoumise de dire ah, il faut mettre un prix plafond sur l'essence. Donc, ça avait été amené au Québec la dernière fois par le PQ. Paul Saint-Pierre Plamondon disait ah, faut caper ça, mettons, à 1,60. Ouais. Puis là, ben, plein de gens, notamment Mario Dumont, avaient rappelé et avait dit mais vous savez, ce qui arrive quand il y a un prix plafond, c'est qu'en général, le prix il est toujours à côté dans le plafond. C'est ça qui est le problème. C'est que même après, quand ça baisse, ah, ben, que comme par hasard, le prix est toujours à côté dans le plafond. Puis le point que fait généralement des gens comme toi puis notre ami Vincent Gelozo, c'est de dire le prix, c'est un signal. C'est un signal que quelque chose ne fonctionne pas. Si tu gèles les prix, c'est la même chose que si tu rentres quelque part puis il fait froid ou il fait trop chaud puis tu brises le thermomètre.
ça change, t'as rien changé au problème, tu l'as comme camouflé artificiellement, puis même pire que ça, si les autres provinces, par exemple, ou les autres États américains, eux, ne mettent pas de prix plafond, puis toi, t'en mets, ça peut amener à des pénuries, là. Ça veut dire, tu vas aller à la station-service, il n'y a pas de gaz. C'est ça qui va C'est arriver, là. c'est l'économie 101, là, tu as totalement raison. Quand on entend des politiques publiques comme ça, tu parles de la France insoumise, là, j'écoutais, puis c'est pas juste la France insoumise, même des partis considérés de droite en France, essentiellement que c'est des partis de gauche, mais un petit peu identitaires, avaient le même discours, ou disons que l'espace médiatique français commence à pousser pour justement cette forme de prix plafond. On l'a même vu en Corée du Sud, là, j'ai vu ça hier dans le Globe and Mail, j'avais... Pardonne-moi l'expression, mais la gueule à terre, là, de voir que c'était vraiment une idée de politique publique qui revenait comme étant là, de la grande sagesse. Mais en réalité, pourquoi la raffinerie là, enverrait son essence moins cher qu'ailleurs? Ça fait aucun sens qu'il envoie au Québec. Nous, on a un prix plafond. Il peut y avoir une réelle possibilité de pénurie. Fait que c'est pas une bonne politique publique, c'est évident. Là où le gouvernement peut agir pour donner un peu plus de d'air pour les Québécois, c'est vraiment en réduisant les taxes. Là. Puis, tu sais, il y a de la place, c'est 40 cents, 50 cents de taxes. On pourrait au moins, la première des choses, ne pas appliquer la TVQ sur l'ensemble des autres taxes. Parce qu'aujourd'hui, les détaillants qui vont faire venir le pétrole qui a été raffiné vont acheter le pétrole, disons 1 $, mais après ça, le litre, mais après ça, le gaz plutôt 1 $ le litre, mais après ça, quand vous ajoutez le 3 cents du Grand Montréal, le 19 cents, le 19,2 cents de Québec, le 10 cents du fédéral, après ça, bien évidemment, dans le prix payé, il y a également la fameuse taxe indirecte de la bourse carbone. Après tout ça, vous mettez la TVQ, mais c'est Ben, c'est sûr ça. que ça vient pomper le prix de quelques cents. Fait que ça, c'est la première étape que le gouvernement peut faire. Puis j'ai envie de dire, c'est une forme, il y a comme un devoir de le faire, parce qu'il s'enrichit avec le fait qu'on s'appauvrit là-dessus. Tu sais, Moi, fait je trouve tellement que, excuse-moi de t'interrompre, mais je trouve tellement que c'est flabbergastant qu'ils ne pensent pas ça en premier lieu. Tu sais, tu te dis, si justement les taxes seraient très basses, qu'on exploiterait déjà, mettons, nos ressources naturelles, puis on serait autonome en termes de production pétrolière au Québec, puis les prix augmenteraient pareil, tu dirais, écoute, tous les leviers possibles de notre bord sont faits. Là, on n'a pas le choix de rendre à penser au plafond, au plancher ou quoi du genre, mais la job est faite de notre bord. Ben non, on a tellement de leviers qu'on pourrait baisser, qu'on pourrait s'occuper de notre côté, puis on décide non, on va geler ça nous autres, parce qu'on préfère Non, que c'est les gens continuent de se incroyable. faire taxer. Moi, ça me rentre pas dans la tête, sérieusement. Là. C'est incroyable. c'est incroyable, puis je pense que c'est parce qu'en réalité, la justification de l'inaction va être quelque chose du genre, ben 19,2 cents, on a déjà un gros déficit, il faut payer nos routes, ça nous perd. Tu sais, on le sait qu'il va y avoir le spin politique derrière ça. Fait que j'ai envie de dire, ben, c'est justement ça, c'est peut-être une réflexion sur le modèle plus fondamentalement qu'on doit Ben oui. avoir. Tu sais. Euh, comment ça se fait que les autoroutes, il n'y a pas de concession autoroutière comme on voit en France? Puis là, vous allez être sûr que c'est rare que je dis que la France est un modèle, là, mais là-dessus, c'est un modèle. Pourquoi on n'a pas cette forme de réflexion-là? Je ne veux pas trop élargir là, la discussion, mais ça reste que Non. ça doit être fait pour s'assurer de comprendre, parce que chaque source de revenus, à tout le moins pour le 19,2 cents au provincial, ben, c'est souvent lié aux infrastructures de transport. Ben, il va falloir qu'on change notre approche. Je pense que c'est assez évident, mais le gouvernement du Québec, là, pour le moment, je n'ai pas entendu ça du tout. Pas plus tard que dimanche soir, en tout cas dans les derniers jours, on avait le ministre des Finances, Éric Girard, qui était avec Gérald Filion, puis justement, il se faisait poser la question, ben, Monsieur Gérard, est-ce que vous comptez, pas Gérald Filion, Vincent Philippe Foisy de LCN qui disait, ben, est-ce que vous avez l'intention de donner un petit peu d'air aux familles québécoises? Tu sais, c'est difficile aujourd'hui, pas juste avec l'inflation, mais l'augmentation du prix de l'essence. Puis sa réponse, d'un coup, c'est oui, on va regarder ça. Puis là, clac, on pèse sur play la cassette politique. Vous savez, depuis 2022, nous avons envoyé un chèque. Là, t'es comme, c'est pas ça, là. On veut Non, juste c'est pas ça. savoir, est-ce qu'on va pouvoir respirer un peu? Parce que là, le prix de l'essence commence pas mal à monter. Ça commence de plus en plus à être difficile parce que c'est très peu élastique comme demande. Là. Si vous habitez là, à Chicoutimi, là, je parle de ton coin, Frank, là, Mhm. si tu habites à Chicoutimi, il faut que tu aies porté ton enfant qui va à l'école à Alma, ben, c'est pas facultatif. Tu sais, c'est-à-dire que tu vas pas dire un jour, ben écoute, mon enfant, finalement, il arrête d'aller à l'école, c'est fini. Non, non, Ouais. il va falloir que tu ailles le porter, puis après ça, tu t'en vas à Rio Tinto, ben, il va falloir que tu te Non, puis tu sais, il déplaces. y a des gens qui sont otages de ça, comme tu dis, parce qu'ils Absolument. ont pas tu sais, je veux dire, ils ont pas accès à du transport en commun, premièrement, parce qu'ils vivent dans un milieu rural, puis deuxièmement, ils ont pas non plus accès à changer de véhicule comme ça pour avoir accès à un véhicule électrique. C'est hors de leurs moyens. Fait que, tu sais, il y a pas de il y a pas de solution, magique de leur côté, là. Ceux que ça dérange pas, c'est ceux qui, tu sais, que pour eux, c'est pas une part importante de leur capacité budgétaire parce que, bon, l'essence, c'est une fraction parmi tant d'autres. Mais il y a des gens pour qui
le fait que ça coûte 10-15 mettons, de plus, faire le plein peut changer leur semaine complètement, là. Tu sais, ça peut faire en sorte que, il y a quelque chose qui a dû être coupé dans le budget, là. C'est la réalité. On a tendance à oublier ça, mais il y a une partie des gens au Québec qui vivent de paye en paye, puis 10-15 ça peut changer leur vie, là. Il C'est faut, faut, gros. faut, 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 faut- faut arrêter de penser que tout le monde a 500-600 de lousse par paye tu sais, pour s'adapter. Ah, ça coûte plus cher, c'est pas grave. Je Il vais juste n'y avoir a un pas petit une peu moins donnée. d'argent à mettre dans mon REER ce mois-ci, là. Il n'y avait pas C'est une pas ça. donnée là-dessus, me semble. Je ne sais pas si c'était l'IADM qui l'avait sorti ou quelqu'un Exact. d'autre. C'est ça qui dit, je crois, c'est quoi un Québécois sur deux, que genre, ils ne peuvent même pas mettre 2 à 400 pièces à la table là pour une urgence imprévue ou en quelque chose comme ça. Je ne vais pas trop Ben, paraphraser. c'est gros, puis effectivement, là, il y a plusieurs Québécois qui ont énormément de difficultés, puis vivent dans une certaine difficulté financière. Puis juste avant le conflit en Iran, là, juste avant, là, on voyait déjà que l'écart entre le Québec et le reste du Canada, quand vous avez un VUS standard, là, tu sais, un RAV4, là, je parle même pas d'un F-150, ben, par plein, l'écart de 18 sous faisait en sorte qu'on arrivait souvent à du 10-12 $ de différence pour le plein. Puis à long terme, là, si vous annualisez ça avec le nombre de kilométrages parcourus par un Québécois moyen, ben, ça montait avec un seul VUS seulement à 260 $ de différence. C'est beaucoup d'argent, 260 $ de différence pour l'année, 10 $, 12 $ pour un plein. Fait que ça va exactement dans ton sens, Frank, de dire, ben, là, non seulement on va avoir une augmentation du prix de l'essence, n'importe qui au Québec le voit. En fait, pas mal n'importe qui dans le monde voit l'augmentation du prix de l'essence. Puis en plus de ça, au Québec, on paye plus qu'ailleurs au Canada. Je trouve ça un peu révoltant parce qu'on n'en parle pas assez, selon moi. Puis hier, le fait qu'on en ait parlé à heure de grande écoute, c'est une bonne chose parce que faut comprendre que c'est artificiel, faut comprendre que le gouvernement peut agir, mais on décide de ne pas agir. Puis ça, c'est franchement désastreux. Puis pour la question du véhicule électrique, de commencer à nous expliquer, c'est un signal prix. Oui, c'est un signal prix, mais c'est surtout que le véhicule électrique, tu le payes moins cher parce qu'on te subventionne pour acheter des véhicules Ah électriques oui. qui coûtent à peu près 10, 11, 12 000 piastres de plus quand on parle d'un VUS. C'est un signal prix juste d'un côté, mais pour la subvention, laissez-leur surtout. Je trouve ça un petit peu hypocrite de leur part, là. Je pense que Ouais, c'est On le a voulu fun. oh, ouais. skipper. On a voulu Carrément. vraiment être plus green que green. Puis moi, ça me flabbergasse encore une fois qu'on n'a pas voulu, tu sais, sachant que justement, on est dans le droit le plus taxi imposé en Amérique du Nord. Le fait qu'on taxe notre gaz comme c'est pas possible, que les gens ont beaucoup de misère. Tu sais, la classe moyenne, ben, c'est pas juste au Québec, mais généralement en Occident, elle disparaît tranquillement pas vite. Le fait qu'il y a une transition énergétique à faire au niveau du transport. Fine. Ben, commencer de faire la transition de l'essence à l'hybride, puis après ça, de l'hybride à l'électrique. S'il y en a qui ont plus de cash, qui ont plus de manœuvres, ils veulent passer de l'essence à l'électrique, parfait. Mais ils ont comme skippé une étape. Là. Ils ont comme dit, OK, parfait, ceux qui ont des petits chars à 15-20 000, mettons, qui ont acheté usagé il y a quelques années, là, vous achetez un char neuf électrique à 80 quelques mille piastres. On va vous subventionner. Ça va être, dans ma tête à Ouais, moi, c'est puis des red flags de plus dans ma tête à moi. Là, tu sais. ouais, puis il y a beaucoup d'angles morts dans cette affaire-là, là. Là, on attend des prochains jours une tempête de verglas apparemment incroyable. Au Québec, là, on s'en reparlera de la viabilité du modèle électrique quand quand le trois quarts des régions auront des pannes. Puis, tu sais, il y a aussi ça, là, c'est un enjeu, il y a un enjeu de sécurité relié à ça. Écoute, je vais faire quelques petites publicités, puis en terminant après, j'aimerais t'entendre sur l'article qui est sorti ce matin sur la taille de la fonction publique qui, sans surprise, a encore explosé dans les règnes de nos chers premiers ministres. J'aimerais remercier nos amis de Cellzone qui sont dans la réparation de téléphones, les vitres, au niveau des tablettes aussi. Sont à la recherche de franchisés. Donc, si vous voulez partir une nouvelle carrière et que ça vous intéresse, ben, contactez-les. Ils ont peut-être des opportunités pour vous dans votre région. Range Brand pour avoir les plus beaux vêtements de country au Canada, au Québec. Une belle entreprise. Utilisez votre code promo YAN10. Nos amis de TLF Dessin qui sont toujours à la recherche de main-d'œuvre dans le dessin industriel, les plans 3D dans le coin de Saint-Hyacinthe. Contactez-les et envoyez votre CV. Ils ont peut-être un emploi pour vous. On a également nos amis de BF Ventilation d'entreprise dans le coin de Québec. On cherche des ferblantiers, des commis à l'expédition, réception de marchandises, des adjoints administratifs. Donc, si vous cherchez des emplois, ou vous connaissez quelqu'un qui cherche un emploi, ben, contactez-les. Ils ont peut-être quelque chose pour vous. Et en terminant, Ready for Canada pour tous les besoins en matière d'immigration, démêler vos papiers, vos affaires, savoir si vous êtes aux normes, avez-vous le droit à avoir un CPE ou pas, comment ça fonctionne, ben, contactez des pros, puis ils vont pouvoir vous aider. Écoute, sorti ce matin dans le Journal Québec, Journal de Montréal,
L'État a gonflé sous Legault et Trudeau. La fonction publique coûte cher en salaire depuis 2019. 5 ans. Hey, ça, pour vrai, ça fait mal là, quand tu vois ça. Tu sais, les politiciens aiment arriver en campagne électorale, dire on va créer des emplois de qualité, là. Puis, tu sais, et là, ce qu'on apprend, c'est que depuis 2019, 55% des emplois créés au Québec proviennent du secteur public. Tu sais, c'est à partir de quel chiffre qu'on peut commencer à dire qu'on n'est plus dans une société libre, mais qu'on s'approche du socialisme tranquille. C'est ça. 70, 75, c'est à partir de... Parce que là, pour vrai, je ne sais pas si les gens réalisent, là, mais c'est plus de la moitié de tous les emplois créés, que c'est des emplois semi-artificiels. Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui sert à rien là-dedans, là, évidemment. Tu engages une infirmière ou un enseignant ou peu importe, OK. Là. Mais il y a beaucoup de pas dedans qu'on serait probablement bien surpris d'apprendre qu'est-ce qu'ils font dans une journée. Là. C'est gravissime de voir qu'un emploi sur deux qui est créé au Québec vient du secteur public, fédéral, municipal et provincial. Le message qui est envoyé est quand même le suivant, là. On veut créer de la richesse, mais on engage du monde du secteur public qui viennent drainer en quelque sorte la richesse créée par le secteur privé. C'est ça la réalité là, au Québec. Faut juste bien le comprendre. Quand on regarde des chiffres le développement économique va être lent, ben, c'est sûr qu'il va être lent là, parce que ce qui a drivé la machine de création d'emplois, là, ben, c'est le gouvernement, c'est les gouvernements. Là. Puis ça, c'est problématique. Fait que c'est sûr que quand on a un gouvernement Legault qui était en 2018 qui nous expliquait qu'on va réduire l'appareil étatique, ben, je pense qu'on le voit très, très bien, là, qu'on a dit quelque chose, mais on ne pouvait pas être plus éloigné dans la réalité de ce qu'on avait promis. Fait que ça, Carrément. c'est la première des choses. Mais un autre élément là, que j'ai moins mis de l'avant dans ce papier-là, mais qui est quand même franchement inquiétant, c'est de voir que pendant que vous avez une augmentation continue. Même pendant la pandémie, là, les fonctionnaires, les travailleurs du secteur public, c'est béton, là, ça ne perd pas leur job. Là. Ben, les Mmh. travailleurs autonomes, quand on regarde les chiffres de janvier 2026 pour le nombre de travailleurs autonomes, il est plus bas au Québec, mais c'est généralisé au Canada aussi qu'en 2019. Fait que ça, c'est assez dommage aussi de voir qu'on n'a jamais été capable de reprendre la courbe en haut de la pandémie au niveau des travailleurs autonomes. Mais en matière, c'est gravissime Hey, parce que le secteur public, c'est beaucoup trop. c'est 110 000 employés de plus dans le secteur public. 110 000. Là. Pensez-y. Là. Vous remplissez le centre Bell et le centre Vidéotron plusieurs fois. Là. Vous remplissez le stade olympique là, de gens qui travaillent pour l'État. Et la conséquence de ça, même si, puis là-dessus, je trouve que Marcel Boyer a souvent un bon point qui fait là-dessus, c'est même si vous êtes un social-démocrate, là, puis vous pensez que l'État, il y a une responsabilité sociale de laisser personne pour compte, puis d'aider des gens, le problème, c'est que la rémunération des employés de l'État siphonne maintenant presque la moitié Ouais. de tous les impôts qu'on envoie. Donc, et pourquoi je dis ça, c'est que tu peux très bien avoir un État qui prend de l'impôt, mais qui redonne sous forme d'aide directe à des gens, par exemple, prenons l'exemple des enfants. Tu te dis, bon, ben, ça coûte cher avoir des enfants, puis il y a plusieurs familles dans la pauvreté. Si vous êtes en dessous d'un certain revenu, on vous envoie un chèque de temps pour vous aider à payer votre place en garderie, par exemple. Mais ça coûte de l'argent, mais ça coûte moins cher que créer un système public de garderie où tu as des employés payés. Donc, vous comprenez la différence entre les Ouais. 2, c'est qu'il peut avoir des programmes, de la redistribution de la richesse, sans qu'il y ait un corps de fonctionnaires immense chargé d'appliquer des programmes avec des structures, puis des ci, puis des ça. C'est là, je pense, où on s'est perdu. Au même titre que Ah, dans la santé, il peut y avoir une assurance. Le gouvernement peut dire, on veut pas, tu sais, si tu gagnes 23 000 par année, on veut pas que tu te ramasses dans la rue parce que tu n'es pas capable de payer ton hospitalisation. Tout le monde a compris ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un système nationalisé? C'est ça la différence entre les deux. Là. Puis je pense que tant qu'on n'aura pas démêlé ça puis expliqué ça aux Québécois, parce que je pense que les Québécois, ils ne tiennent pas à l'État obèse. Ils tiennent à une certaine forme de justice redistributive, ou ça, tu sais, mmh. appelez ça comme vous voulez, Ouais, mais ouais. ça, c'est pas obligé de passer par un État obèse. Là. Absolument. On a la structurite aiguë au Québec pas mal, hein. C'est un de nos pires gros défauts, là. Il faut faire des structures tout le temps. Absolument. Puis c'est ça le problème. Puis tu l'as extrêmement bien dit, Frank. C'est on crée des structures pour répondre à un besoin qui pourrait être répondu par le secteur privé. Tu sais, puis là, il y a le problème. On peut penser à la SAQ. J'ai fait un papier récemment où la prestation de service, ben,
elle est privée en Alberta. Comment ça se fait qu'on a autant de points de service? Comment ça se fait qu'on a, sur papier, là, au Québec, c'est plus que 5000 fonctionnaires, la SAAQ. Comment ça se fait qu'on en a autant? Tu sais, c'est un non-sens complet et il y a eu vraiment une expansion de la bureaucratie. Puis dans le papier, j'écris quelques lignes là-dessus, là, en m'inspirant de la théorie des choix publics. Quand on va voir un économiste comme Niskanen, justement, qui regarde la question de la bureaucratie puis qui explique, ben, en regardant, lui, il a fait des études surtout dans les années 60-70, il regardait ça puis il disait, ben, attendez un petit peu, là. C'est parce qu'on pense que les bureaucrates, là, ben, on pense pas ça, mais c'est ce qu'on essaie de nous faire croire que leur seul intérêt, c'est le bien commun. C'est l'intérêt collectif de la société. C'est du monde comme vous puis moi, là. On Tu sais, ça, paper. on paper, parce qu'en réalité, c'est du monde comme vous puis moi. Puis ce qu'on voyait, c'est que c'est surtout l'objectif du bureaucrate, c'est souvent de maximiser son pouvoir à travers une maximisation du budget, parce que ça fait en sorte que ben, lui a un plus gros département, avec plus de programmes à gérer, avec plus de monde en dessous de lui. Puis là, ben, Mhm. il y a une gain de prestige. Fait que tout ça, j'ai l'impression qu'on est vraiment pogné là-dedans au Québec, où on a juste. Parce que quand tu as dit 110 000 de plus, c'est juste le Québec. C'est-à-dire qu'on a Ben oui. créé en 6 ans, de 2019 à 2026, on a créé à peu près 430 000 emplois, 55 au secteur public. Puis de ça, dans le fond, de ce 230 quelques mille emplois, ben, t'en as 110 000. T'as au moins la moitié des emplois du secteur public qui ont été créés par Québec. Parce que je rappelle ça, mais les chiffres qui sont donnés, c'est les chiffres de mars 2025. Quand on regarde dans les papiers du budget, il y a un budget, les amis, la semaine Mhm. prochaine. Ça veut dire que vous allez voir que ça va pas mal augmenter. Puis là, vous allez comprendre que c'est probablement pas 50 c'est peut-être 60 qui est attribuable au Québec. Parce que quand vous regardez dans le dernier budget, la différence dans le nombre d'équivalents temps plein entre l'année d'avant, donc 2023-24 puis 24-25, ben c'est 35 000 emplois dans le secteur public québécois. Donc, on comprend que c'est un immense morceau de la raison pour laquelle ça nous coûte de plus en plus cher. Il y a une Absolument. pression énorme. Puis ça, aujourd'hui, c'est 64 milliards de rémunération. C'est beaucoup d'argent, là. On se rappellera novembre 2023, quand il y avait des grèves partout par le secteur public. C'était aller négocier des grosses augmentations. C'est parce qu'une grosse augmentation pour le secteur privé, ben, c'est les gros impôts pour vous puis pour moi, là. C'est Ah, puis simple comme ça. puis tu parles des grèves, c'est beaucoup de nouvelles cotisations pour des grandes centrales syndicales. L'autre, ils voient le 110 000. Yeah! Plein de nouveaux mondes, c'est merveilleux! Encore plein de gens représentés. Cashling, cashling, cashling. Ouais, Puis ouais. écoute, j'écoutais un segment il y a quelques semaines, c'était avec Nathalie Normando puis Luc Ferrandez. Puis une des rares fois, j'étais du bord de Luc Ferrandez. C'est pas arrivé souvent dans ma vie, mais j'étais assez surpris moi-même. Il parlait, ben, il réagissait à la proposition de Bernard Drinville d'éliminer la permanence chez les fonctionnaires. Puis il recevait beaucoup de messages de gens, justement, de fonctionnaires qui disaient, mais franchement, nous autres, c'est pas vrai, là, qu'il y a juste les fainéants qui restent, nous autres, on travaille fort dans notre bureau, tout ça. Puis moi, j'avais fait un bulletin de nouvelles là-dessus pour le Patreon, puis j'avais dit, vous savez quoi? Je pense que je les crois. C'est que dans le sens que, je pense que c'est vrai, que la majorité d'entre eux, ils vont dans leur tâche ou l'organigramme qu'on leur donne avec leur équipe, puis ils font le semaine, ils font le 40 heures semaine, puis ils se disent, crime, je me pogne pas les beignes, je me pogne pas le beigne, puis je continue. Mais je pense que la discordance qu'on a dans ces discours-là versus les gens qui pensent que ceux qui veulent couper du monde, on pense littéralement que tous les fonctionnaires se pognent le beigne versus que ceux qui travaillent réellement, puis clairement d'autres travaillent à d'autres places. Je pense que c'est vraiment la question, c'est pas le niveau de travail des gens, c'est vraiment l'organigramme. Tu sais, une des premières leçons que je dis souvent que mon père m'a appris quand j'ai travaillé pour lui, c'est Joey, il faut que tu saches travailler intelligemment. Si tu as une équipe de 15 personnes qui ont un organigramme de faire telle tâche, mais il y a des doublons au travers, il y a une procédure qu'on n'a plus besoin de faire, on peut se servir de l'intelligence artificielle, puis que ça nous prend 3 fois moins de temps, puis que finalement, au lieu d'avoir 15 personnes, ça nous en prendrait peut-être 6. Ben, c'est ça la productivité, là. Fait que c'est ça que les 15 personnes à la fin de la semaine, ils disent, j'ai travaillé. Moi, je veux dire, regarde, mais ce qu'on m'a demandé de faire, je l'ai fait. Ouais, mais ce que tu fais, est-ce que c'est encore essentiel? Est-ce qu'on peut encore le faire de cette manière-là? Mais ça, on dirait qu'on se pose jamais la question dessus. Mais c'est C'est quoi l'incitation à changer? Tu sais, je zéro. veux dire, c'est un monopole. Il n'y a pas d'incitation à Ben changer. non. Fait qu'il est là le problème à la racine. Tu fais ta job, là. D'abord, sous moi, une des phrases que j'aime beaucoup de Thomas Sowell, c'est quand il dit pour un fonctionnaire, le plus important, c'est pas le résultat, c'est le processus. Ben, c'est sûr, t'as pas de concurrence. Fait que t'as pas l'incitation à l'amélioration. Pourquoi tu utiliserais l'intelligence artificielle si t'as la permanence, t'as pas de concurrence, puis ton syndicat te protège? Il n'y a aucune raison pour laquelle tu devrais Oui. augmenter ta productivité. Fait que ça, c'est un réel problème. Puis c'est pour ça que la question de la permanence, je pense que c'est un bon élément. Puis quand on regarde là, au niveau de la rémunération, parce qu'il ne faut pas juste parler de salaire, de rémunération, on parle aussi du fonds de pension. Au Québec,
les fonctionnaires du secteur municipal, les fonctionnaires du secteur fédéral sont vraiment plus payés que le secteur privé. Fonctionnaires au niveau provincial, un petit peu, ben, en fait, ils le sont, mais beaucoup moins. L'écart est beaucoup moins grand entre le secteur privé de 200 employés et plus. Puis ça, c'est quand même des grosses boîtes, là, des grosses entreprises qui peuvent bien payer. Fait que déjà, on parle du secteur privé qui est le plus dynamique, qui ont la capacité de payer le mieux leurs employés. Par rapport au secteur public québécois, il y a un écart d'environ 6 en faveur de la rémunération des employés du secteur public québécois. Mais avec la permanence, tu sais, on le voit dans les tableaux statistiques que j'ai utilisés pour faire ça, là, vous avez vraiment un pic de perte d'emploi d'au moins 100 000 emplois pendant la pandémie. C'est normal. Les gens arrêtent de consommer, il y a de l'incertitude, Des faillites. c'est normal. Exactement, des faillites, mais le fonctionnaire, quand vous regardez la fonction publique du Québec, là, ou même les emplois dans le secteur public plus généralement, c'est une courbe très douce. Il n'y a, pas de pic, là. Il y a pas de chute du nombre d'emplois. C'est la permanence et la sécurité d'emploi. Puis ça fait 20 ans qu'on l'a fait, mais la mécanique, même si les chiffres sont pas à jour, la mécanique reste la même. Il y a une valeur à ça. C'est-à-dire que pour que ce soit identique entre le secteur public et le secteur privé sur le plan de la rémunération, il faudrait que les employés du secteur public québécois soient moins payés que le secteur privé parce qu'ils ont l'avantage, justement, de ne pas d'avoir cette sécurité d'emploi-là que le secteur privé n'a pas. Mais ça, Ben, dans le discours, on ne l'entend jamais, ça, oublie ça, là, les Et le syndicats pire, se c'est au se déchireraient à municipal, chemin. hein. mais C'est ça. l'affaire aussi là-dedans, c'est je pense que ce qui vient comme briser dans l'esprit de plusieurs Québécois, c'est pour ça que notre discours progresse, même chez les partis traditionnellement plus à gauche, c'est que je pense que les Québécois, fondamentalement, tu sais, c'est un peuple conciliant, bonasse, comme disait Michel Chartrand. Si l'embauche de ces 110 000 personnes-là avaient amélioré l'accès aux services, je pense que la plupart du monde ferait Ça comme fait. ah ben tu sais, c'est comme ça. Mais là, le problème qu'on a, c'est prenons juste l'exemple de l'accès aux services de garde dont on a beaucoup parlé dans les médias. Les Québécois font de moins en moins d'enfants. On a ajouté des ressources dans le secteur public à n'en plus finir, puis tu n'entends que des gens dire qu'ils n'ont pas de place. Donc, à un moment donné, il y a comme une mathématique qui ne marche pas là-dedans, là. Ouais, puis on a des Tu sais, éducatrices en CPE. en fait, si on était dans un monde privé, probablement qu'on verrait des établissements fermés parce que tu aurais des gens qui diraient: «Beh, écoutez, le taux de natalité est tel qu'en fait, on n'a plus d'enfants. Tu sais, avant, j'avais une liste d'attente. Là, maintenant, j'ai des places libres. Puis là, ben, j'avais 3 garderies, j'en ai fermé une parce qu'il y a moins de demandes qu'avant. Les gens ne font pas de bébés. Ben là, on est dans un monde, imaginez, là, vous êtes dans un monde gouvernement, dans un univers au gouvernement où il ajoute des ressources dans un monde où il y a moins de demandes, mais ça ne marche pas encore. Tu dis, il y a quelque chose il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. On est vraiment dans le cas de Milton Friedman quand il disait que tu leur donnes en charge le désert, puis ils vont manquer de sable. C'est incroyable, là, à quel moi, ce genre d'exemple-là me sidère, là. Tu prends puis au sein des hôpitaux, par exemple, c'est la même affaire, là. Ah, il manque d'infirmières pour travailler en pédiatrie. Ben oui, mais comment ça, vous avez besoin de plus de monde travaillant en pédiatrie? Les gens ne font pas d'enfants. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Je comprends pas ce qui se passe. Moi, je pense que c'est clair qu'il faut vraiment mettre de l'avant les incitations à travers la concurrence pour s'assurer justement que le travail soit très bien fait. Mais maintenant, on a un vieux modèle où la concurrence est souvent démonisée. Et quand on parle de privé, là, c'est wow, 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 on sort les masques, là, il y a un loup-garou, il faut se Pas sauver. pas de C'est profit n'importe sur la quoi. maladie. Mais c'est parce qu'il faut comprendre que le profit est un outil Ben oui. incontournable Un pour s'assurer d'être incitatif? bien traité. C'est l'incitatif de base. Si tu comprends pas ça, tu comprendras pas comment bien soigner ton monde, là. Parce qu'il va toujours avoir une liste d'attente puis du rationnement parce que tu seras jamais capable de bien offrir tes services. C'est la base. Mais tu sais, les Québécois sont pas dupes, là. Tu sais, on l'a vu récemment, il y a eu un sondage puis on leur demandait. Tu sais, on a un énorme déficit là, projeté, 12,4 milliards de dollars. On verra comment ça évolue la semaine prochaine, mais c'est pas glorieux, là, les finances publiques du Québec. Là. On peut nous expliquer 45 fois que c'est crédible. Là, ce qu'on voit, ce l'est pas. Puis, ce qu'on leur demande aux Québécois, c'est qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous augmenter les impôts? Voulez-vous une diminution du panier de services? Mais les Québécois, 61% vont dire ben, diminue mon panier de services, là, ça suffit, là, je veux pas avoir plus d'impôts. Je suis tellement Déjà dedans. imposé, j'ai plus d'air. Le prix de l'essence augmente. Ouais. À chaque fois que tu regardes l'inflation, l'augmentation des prix généraux, tu vois que l'alimentation, c'est plusieurs points de pourcentage. On est environ à 5 points. C'est difficile, puis les Québécois le comprennent. Fait que ça, au moins, je me dis, si on commence à comprendre que le panier de services, on n'en a pas pour notre argent, puis qu'on est prêt à le diminuer parce que justement, on n'y arrive plus,
ben, c'est une bonne chose, puis ça va transparaître essentiellement également sur les coûts en rémunération puis les effectifs du secteur public, parce qu'on a parlé du Québec, c'est 110 000 de plus. Au fédéral, c'est aussi 110 000 de plus, mais pas juste au Québec, bien entendu, à l'échelle canadienne. C'est beaucoup d'argent, c'est des dizaines de milliards supplémentaires en rémunération, puis ça, ben, à un moment donné, il faut que ça cesse. Hmm. Malheureusement, on n'est pas encore là. On verra en octobre là, comment ça se dessine. Ouais. Écoute, rapidement, en terminant, c'est quoi tes attentes pour le budget qui va être déposé? Puisque là, il y a le ministre Girard, ben, ça fait 3 ans qu'il nous dit qu'il y a un horizon de 5 ans pour revenir à l'équilibre budgétaire, là. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui commencent. Non, mais c'est un peu Ouais. n'importe quoi, là. Les gouvernements déposent, c'est des Ah, j'ai un plan quinquennal pour revenir. Ouais, mais ça fait 3 ans que chaque Qui est à- fois, on met à jour et on recommence à l'an 1, là. C'est que là, parce que l'année passée aussi, là, il y avait un plan, mais là, cette année, c'est un nouveau plan. C'est quoi tes attentes par rapport à ce budget-là? Ben déjà, il l'a dit, hein, le ministre Gérard, on a notre plan de retour à l'équilibre budgétaire sur 5 ans. Fait que ça, c'est clair. Le problème, c'est que le plan qu'on a eu en mars dernier, c'était quoi? C'était n'importe quoi. On arrivait 5 ans plus tard, puis on dit le budget est balancé, là. Faites-nous confiance. Maintenant, il y a 3,3 milliards de dollars, on ne sait pas comment on va faire. Mais faites-nous confiance. Ben oui, ben, soyez sérieux, les amis, là, ça ne fonctionne pas du tout, là. Ça va bien aller. 3,3 milliards de dollars. Fait que là, ce que je veux voir, c'est aujourd'hui. La première des choses, ta critique, elle est tellement vraie. Comment ça se fait qu'à chaque 5 ans, on a un plan de 5 ans? Concrètement, c'est débile. Puis le SNP, dans sa décote, le sait, le dit. Et ça manque de sérieux, là, votre plan de retour à l'équilibre budgétaire. Eux autres parlaient de 3 ans. C'est parce que quand vous faites 5 ans, 5 ans à chaque année, ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est un plan sur 10 ans, mais qui arrivera jamais. Fait que la première des choses, c'est de voir est-ce qu'on va le respecter. Évidemment que je serais très surpris. Là. Tu sais, avant, l'équilibre budgétaire était en 2029-2030, il va être en 2030-2031. Fort est à parier. On verra, mais fort est à parier. La deuxième chose, en 2030-31, là, dans l'équilibre budgétaire, est-ce qu'on va être à zéro ou on va être à moins 2,5, moins 3 milliards, mais faites-nous confiance. Ouais, c'est ça. Malheureusement, en me fiant sur les derniers, le dernier budget, c'est le deuxième. Faites-nous confiance. C'est pas ce qu'on veut. Il faut réduire les dépenses. On en est là. Il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Puis il faut réduire les programmes. Parce que si vous réduisez les programmes puis les structures, vous réduisez mécaniquement les besoins en nombre de fonctionnariats. Maintenant, et je vais finir par ça, ce qui est important pour le prochain gouvernement, c'est de comprendre que c'est correct que les syndicats vous aiment pas parce que c'est la grande force d'immobilisme au Québec. Il faut avoir le courage, puis il faut avancer. Carrément. Yes. Écoutez, tout le monde, on remercie à Gabriel d'avoir été avec nous. De notre côté, on s'en va sur Patreon. D'ailleurs, on va continuer à parler du gouvernement qui, en fin de régime, pacte la fonction publique des amis du parti. Donc, ça, les fameuses nominations partisanes, autre affaire dont on devait se débarrasser et mettre fin dans ce règne de la CAQ-là. Visiblement, ça ne semble pas être le cas. Donc, on va en parler. Joey a des extraits également Yes. succulents à nous faire entendre de notre côté. Fait que, ben, merci, Gab, d'avoir été avec nous autres, puis au plaisir de se Yes, reparler. thanks. C'est un plaisir. Salut les gars. Salut. Bye.